Donc, juste, au cas où vous n'avez pas vu l'info passer, mon bouquin vient de sortir, je parle un tout petit peu d'IA dedans, mais ce n'est pas le sujet. Protection des données en entreprise, 1er septembre, ceux qui ne sont pas au courant, nouvelle LPD, nouvelles obligations, pas une révolution, mais quand même des changements assez profonds. Donc si jamais ça vous intéresse, je crois qu'il coûte 88 francs. Il y a 600 pages et quelques. C'est un gros pavé. Enfin voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'acheter. Donc définition de l'IA. Question pour vous. L'IA, c'est quoi? Compute One. Ouais. Et donc, si vous deviez donner une définition de l'IA, c'est quoi? C'est des algorithmes? Ce sont pas algorithmes. C'est beaucoup d'algorithmes. Le but de l'IA, c'est quoi? Un software qui apprend. C'est un outil. De reproduire des comportements qui ne sont pas forcément prédictifs facilement, des comportements qui sont faits par des humains en général. Il faudrait que ce soit absolument fait par des humains? Non, pas forcément, mais enfin, je veux dire, tout ce qui a fait même au process en général. Le processus métier, le processus... D'autres idées? Et l'intelligence humaine. Moi, je dirais comme un ordinateur, donc à la base, faciliter On nous dit le travail ajoute d'un plus data, Non, mais tu assister les triches. humains. Non, dans les chats, dans le commentaire. Ok. Un processus qui se produit tel que s'il était réalisé par un humain est considéré comme intelligent. En mode Turing, donc. En mode machine de Turing. D'accord. Il y a deux mots dans Alors, l'IA. Si on revient un petit peu en arrière, et A. en 1955, l'IA, l'idée de l'IA, c'était finalement de développer des machines qui se comportent comme si elles étaient intelligentes. Déjà, il faut déjà savoir ce que ça veut dire intelligent. Mais ça, c'était la conception de John McCarthy en 1955. Une trentaine d'années plus tard, l'idée de l'IA, c'était d'étudier comment est-ce qu'on crée des ordinateurs qui font des choses pour lesquelles les êtres humains sont pour le moment meilleurs. Et aujourd'hui, si on va lire l'AI Act, donc Artificial Intelligence Act, qui est en cours de débat au Parlement européen, un des considérants dit que si on veut déjà une définition de l'IA, eh bien, il faut qu'elle soit basée sur des caractéristiques fonctionnelles clés de l'intelligence artificielle, des capacités d'apprentissage, de raisonnement, modélisation, de manière vraiment à distinguer les logiciels, mais aussi les algorithmes qui sont en fait beaucoup plus simples. Donc on est clairement sur capacité d'apprentissage, raisonnement, modélisation. Et la définition actuellement proposée dans l'AI Act, c'est celui-ci. Système d'intelligence artificielle, un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie et qui peut, pour des objectifs explicites ou implicites, générer des résultats tels que des prédictions, recommandations, décisions qui influencent les environnements physiques ou virtuels. Donc, ça, capacité d'apprentissage, raisonnement, modélisation, et ensuite génération de résultats, prédictions, recommandations, décisions, on est dans le tir. Ça correspond à peu près à ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on fait avec l'IA. On va un peu plus loin, le Parlement dit oui, mais alors il y a encore des systèmes d'IA à finalité générale. Ça c'est bien, on rentre déjà dans le droit, hein, quand on peut faire simple, on peut aussi faire compliqué. Un modèle d'IA qui est entraîné sur un vaste ensemble de données à grande échelle, conçu pour de la généralité de résultats et adaptable à un large éventail de tâches distinctes. Et comme on en a deux, jamais 203, une troisième, système d'IA à usage général, un système d'IA qui peut être utilisé et adapté à un large éventail d'applications pour lesquelles il n'a pas été conçu intentionnellement et spécifiquement. Donc aujourd'hui, on aurait à peu près trois définitions des systèmes d'IA, ou des IA. Je vous ai mis ces définitions-là pour que vous ayez une idée de ce qui va se passer, de ce qui va nous tomber dessus, en tout cas de ce qui va tomber sur l'Union européenne a priori à la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Aujourd'hui, moi je vais parler d'IA un peu dans le sens commun qu'on a dans
Donc, apprentissage, raisonnement, modélisation, et ensuite, génération de résultats, prédiction, recommandation. Vraiment, gardez ça en tête, on va vraiment parler que de ça. La distinction, finalité générale, usage général, moi, je la laisse de côté pour le moment. Je trouve que ça, on complique un peu les choses à ce stade, donc laissons ça de côté. Alors maintenant qu'on sait un petit peu de quoi on va parler, quel est le droit applicable aujourd'hui à l'IA? Eh bien, en Suisse, pardon, première question déjà, faut-il un cadre spécifique à votre avis? Est-ce que le droit actuel, qui finalement va assez bien pour, on a vu, pour la protection des données, finalement on a dû l'adapter, mais il était déjà là. On l'a juste renforcé un petit peu, on avait déjà quelque chose de spécifique. Est-ce qu'il faudrait renforcer le cadre pénal? Est-ce qu'il y a des choses, justement, en propriété intellectuelle qu'il faudrait modifier? Des questions de responsabilité, il y a du droit civil aussi, peut-être, qu'il faut changer. Mais est-ce qu'on doit simplement adapter ce qui est existant, ou est-ce qu'il faudrait qu'on ait, comme le fait l'Union européenne ici, un AI Act suisse, ou bien qu'on crée vraiment de la législation spécifique pour les algorithmes? À votre avis? Je pense que dans le cadre des définitions qui ont été données, il y a un élément qui est fondamental, c'est la partie autonomie. Dans le sens où, finalement, si j'ai des logiciels d'application qui sont pré-programmés, ils sont prédéfinis pour faire quelque chose de prescrit. Alors que finalement, dans le cas de la définition du Parlement européen, cette notion d'autonomie qui dit attention, j'ai un système qui peut prendre le dessus sur ce qui a été initialement conçu, il devient finalement plus ou moins autonome, donc dangereux. C'est ça. À partir du moment en fait où on a de l'autonomie, je vais opposer ici volontairement l'autonomie à l'indépendance, mais l'autonomie ici, ça veut dire qu'on n'a quand même plus vraiment de contrôle sur ce que va faire l'IA. Et donc, on pourrait penser que, si vous me permettez l'analogie avec les animaux domestiques, l'animal domestique, il fait grosso modo, votre chien, vous avez peut-être un peu plus de contrôle sur lui que votre chat. Votre chat, vous avez l'impression que vous le contrôlez, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Hein. Donc, l'IA, ça s'apparenterait plutôt à un chat ici. Mais l'autonomie, dans ce cadre, c'est vraiment, on a quelque chose qui va, je ne vais pas dire réfléchir, mais qui va exécuter des tâches, parfois, qui va tout d'un coup faire autre chose que ce qu'on lui a demandé, ou qui, lors d'une tâche, va découvrir que, ah tiens, j'ai de la mémoire encore ici, je pourrais faire ceci, optimiser ça, etc. Enfin, il va faire des choses qu'on n'a pas demandé. Et dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on pose un framework ou quelque chose de juridique pour éviter justement que ce qui pourrait être fait, non pas sur l'ordre d'un être humain, auquel cas, évidemment, c'est l'être humain qui est responsable, mais sans qu'il y ait eu un ordre direct, comment est-ce qu'on cadre ça? Et c'est précisément là où on se rend compte qu'en fait, juridiquement, on a besoin d'un cadre spécifique. Je vous ai mis ça, de toute façon, je crois que vous aurez les slides à la fin du workshop. C'était juste un extrait du livre blanc de la Commission européenne de 2020, où en gros, il parlait des risques et du fait qu'on a besoin effectivement d'un cadre juridique spécifique pour cadrer les risques, mais aussi pour favoriser le développement de l'IA dans l'Union européenne. Alors, le cadre juridique en Suisse, alors évidemment, comme d'habitude, chez nous, hein, on est les champions pour attendre. J'ai juste trouvé 2 interpellations qui datent de cette année, celle de Ben Dahan, donc Parti socialiste, où on apprend que le Conseil fédéral a chargé le DTEC d'élaborer un projet de loi sur la réglementation des plateformes numériques. Donc déjà, on ne parle même pas d'IA, mais visiblement, plateforme numérique, on va mettre l'IA là-dedans, parce que pourquoi pas. Donc ça c'est bien, puis derrière, on voit ensuite l'interpellation FLR, donc du parti de droite, du coup, PLR, où on constate que le Conseil fédéral ne semble pas prendre la mesure des enjeux liés à l'intelligence artificielle, qu'il recommande le rejet d'un postulat qui demande qu'à clarifier des incertitudes, et puis que finalement le Conseil fédéral ne veut déterminer qu'à la fin 2024 les besoins d'agir. Comme on dit, il est urgent d'attendre. Voilà, donc l'Europe a déjà presque fini sa législation, et nous, on en est encore à se dire, ah ouais,
que vraiment il faut? Non, mais c'est tellement plus facile de reprendre la législation européenne. Oui, mais la législation européenne, elle est en débat depuis un moment. Donc, si on voulait faire quelque chose, on aurait pu déjà prendre les brouillons et puis travailler là-dessus. Mais visiblement, on va attendre 2024 pour commencer à réfléchir. Voilà. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on ait quelque chose de dédié, de bien spécifique pour la Suisse avant plusieurs années, ce qui, de nouveau, est très regrettable, non seulement pour les entreprises qui n'auront pas forcément de cadre spécifique dans lequel développer de l'IA, mais aussi pour l'utiliser, et ce sera très difficile de savoir exactement quelles seront les responsabilités de chacun. Je me réjouis d'avoir les premières jurisprudences du tribunal fédéral où on va simplement considérer que l'IA a fait ceci, en fait, ce sera l'utilisateur de l'IA qui sera responsable, même s'il n'a rien fait du tout. Parce qu'il faut bien un coupable, et puis contractuellement, le concepteur, il risque rien du tout, etc., etc. Donc finalement, c'est l'utilisateur qui casque. Voilà. Le jour où ça arrive, moi, je serai en train de siroter un cocktail à quelque part en regardant le tribunal fédéral prendre feu. Union européenne, donc on a l'AI Act, qui est en première lecture, mais ça va normalement aller assez vite parce qu'ils ont déjà, je ne sais pas combien de milliers d'amendements. Je pense qu'ils ont fini, donc ça devrait aller. Il y a une directive sur la responsabilité aussi en matière d'IA, qui a été proposée fin 2022, qui arrivera du coup plus tard, et que les États membres devront implémenter dans leur droit. Ce n'est pas un règlement comme l'AI Act, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'appliquer comme le RGPD, c'est comme ça et c'est tout. Les directives en droit européen, les États membres ont une certaine marge de manœuvre pour les transposer dans leur droit national. Mais grosso modo, on devrait avoir des principes qui vont reposer sur l'AI Act, les définitions de l'AI Act, etc. On aura quelque chose aussi sur la responsabilité. Aux États-Unis, il n'y a rien au niveau fédéral. De toute façon, l'État fédéral, au niveau politique, c'est un peu bloqué là, avec leur système bipartisan. Il y a donc une déclaration de la Maison-Blanche qui date d'il y a bientôt une année. Et au niveau local, par contre, c'est là que ça se développe. Vraiment au niveau des États et au niveau des villes, on a les développements les plus intéressants. Je vous en ai mis un ici à titre d'exemple, à New York City, c'était le recrutement basé sur ce qu'ils appellent des outils automatisés de décision. C'est le terme juridique pour l'intelligence artificielle. En gros, ils veulent faire, voilà, on ne peut pas utiliser ces systèmes-là à New York City, à moins de faire auditer ces systèmes, déjà auditer l'intelligence artificielle. Ouais. Non, mais c'est un vœu pieux, moi je trouve ça, c'est très bien, il faut avoir de l'ambition dans la vie, mais là, je me réjouis d'avoir les premiers retours sur... Ça vient d'entrer en vigueur, depuis juillet, c'était il y a un mois. Donc, on verra ce que ça donne, mais je trouve que c'est déjà bien d'avoir empoigné le problème et puis d'avoir posé des règles pour l'utilisation de l'IA. Juste quelques mots sur l'AI Act, même si il n'est pas encore adopté formellement. Donc, je vous ai listé ici les objectifs. C'est toujours la même chose, c'est comme le RGPD, on veut générer de la confiance, on veut prévenir les dopages. Il y a toujours des questions de droits fondamentaux, il faut conserver l'humain. Garder l'humain au centre, donner la priorité de nouveau à l'humain et puis avoir une sécurité juridique, parce que de nouveau, l'IA, c'est pas juste quelque chose qui était déjà là il y a 20 ans, et puis il suffit juste de faire 3 adaptations, de clés à molette, et puis c'est réglé. C'est tellement nouveau et ça a des impacts tellement énormes qu'il faut vraiment cadrer ça, autant pour le développement de l'IA que pour les impacts négatifs que ça pourrait avoir sur la société. Au niveau des exigences, on en a plusieurs. Il y en a 7 principales. L'idée, c'est là aussi, je pense que c'est un petit peu un rêve, mais l'intention est louable de nouveau, de faire en sorte de conserver un contrôle humain sur l'IA, surtout donc une supervision, faire en sorte que l'entraînement des IA notamment ne se fasse pas au détriment de la diversité et de la non-discrimination, le principe de responsabilité, donc on veut responsabiliser non seulement les utilisateurs, mais les entreprises qui vont développer des IA. La transparence, il va falloir qu'on sache si oui ou non, quand on a un chatbot face à nous, est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que quand on est au téléphone, est-ce que c'est un être humain ou pas,
voilà, il y a des choses comme ça. La transparence aussi sur est-ce qu'on a de l'IA dans cet outil qu'on va acheter ou pas, etc., etc. Protection des données, forcément, gouvernance des données, évidemment. Bien-être écologique et social, l'idée, c'est si on a des outils hyper puissants, pourquoi ne pas les mettre à profit pour essayer de voir si l'IA nous trouve une solution au changement climatique, par exemple, et surtout, évidemment, robustesse technique, sécurité. Il faut que ces IA soient, comme d'habitude, en béton armé au niveau de la cybersécurité. Une approche fondée sur les risques aussi, comme le RGPD. L'idée, c'est d'avoir 4 catégories d'IA. Il y a les IA qui sont formellement interdites. Celles-là, on ne veut pas les voir. En Europe, en tout cas, on ne les voudra pas. Manipulation de la conscience, le social scoring tel qu'on l'a en Chine, par exemple, ça, c'est typiquement des types d'IA qui seront interdites en Europe. Donc, si vous voulez commencer à développer ça en Suisse, faites-le en Suisse, parce que pour le moment, rien n'est interdit. Par contre, la commercialisation en Europe, ça, il faudra faire une croix dessus. Par contre, vous aurez beaucoup de succès en Chine ou en Russie. Après, il y a les systèmes d'IA à risque élevé, donc là, tout ce qui est identification biométrique à distance et en temps réel, l'évaluation de solvabilité, chirurgie assistée par IA, etc. Tout ce qui peut vraiment avoir un impact fort, non seulement sur le corps humain, mais surtout sur les relations sociales, sur la manière dont l'État exerce sa puissance publique, etc. Après, il y a les risques limités pour les humains, de nouveau, type chatbot. Là, on n'est plus sur des considérations de quelles sont les données traitées, ce genre de choses, mais donc l'impact a priori limité. Et puis, les IA qui ont un risque minimal, voire quasiment nul, les filtres anti-spam. A priori, l'impact sur les êtres humains est plutôt positif, d'ailleurs. Et typiquement, jeux vidéo aussi, ceux qui contiennent des IA, non seulement de la création à la volée en fait, d'environnement dans les jeux vidéo, mais aussi les intelligences artificielles contre lesquelles on se bat, par exemple. Voilà. Donc, on aura une approche fondée sur les risques et chaque entreprise qui développera des IA devra faire des analyses de risque pour évaluer dans quelle catégorie son IA va tomber et du coup prendre les mesures adéquates pour réduire au maximum les risques qui auront été détectés. Alors évidemment, il y a toujours des critiques face à ces législations européennes, comme le RGPD, charge administrative absolument colossale, surtout pour les PME et les startups. On dit déjà que ça va limiter le développement de l'IA. On ne sera peut-être pas aussi compétitif en fait que les États-Unis ou encore la Chine. On a donc des facteurs de risque qui ont été déterminés dans les AI Act qui sont, selon certaines personnes, complètement inappropriés pour l'évaluation des risques. On va créer un climat de suspicion générale sur n'importe quelle IA. On ne sait absolument pas comment on va appliquer ça dans la pratique. Ça, c'est ce qu'on disait aussi du RGPD il y a 5 ans. Et donc, justement, on crée une sorte de RGPD pour l'IA. Voilà donc les principales critiques qui ont été émises déjà sur ces drafts de AI Act. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à-là? Je trouve assez amusant qu'on ne considère pas les jeux vidéo comme un moyen d'influencer la conscience. Alors, je pense que l'industrie qui a dû faire du lobbyisme. Par principe, on classe les jeux vidéo là-dedans, mais c'est clair qu'en fonction du jeu, c'est pas impossible qu'ils remontent dans les autres catégories. Une question bête par rapport à cette approche sur les risques. Parce qu'en fait, tous les exemples qui sont donnés, sauf peut-être pour le profiling biométrique, en fait, on peut le faire à la main. Pourquoi c'est un problème pour l'IA, mais pas si on le fait à la main? C'est bêtement une question de puissance et d'étendue, en fait, de capacité de l'IA. Il y a évidemment, l'IA, en fait, elle fait grosso modo la même chose que ce que font les humains, sauf qu'elle va le faire pas forcément mieux. On a vu ChatGPT, c'est pas forcément terrible tout le temps. Par contre, ça le fait à une vitesse et sur un périmètre qui peut être absolument gigantesque et qui dépasse en fait la capacité cognitive humaine. Il est là. Même si en fait on mettait une armée d'êtres humains pour réaliser des tâches de type social scoring, reconnaissance faciale, etc., l'IA le fera de toute façon beaucoup plus vite et mieux que nous. Et surtout, il y a toujours une question aussi derrière de contrôle. A priori, les êtres humains, peut-être qu'on arrive à les contrôler plus ou moins. L'IA, en fait, arrive un moment où je pense que même OpenAI n'a plus aucune idée de comment fonctionne réellement ChatGPT, tellement il y a de milliards de paramètres
arrive un moment, ça devient une boîte noire, même pour les concepteurs. Il y avait d'autres questions, je crois. Oui. Je me demandais par rapport à l'étude de solvabilité. En fait, si je ne m'abuse, il y a déjà un moment, on utilisait des techniques comme les réseaux de neurones, comme les arbres de décision qu'on trouvait dans les logiciels de BI pour identifier par exemple les mauvais payeurs ou ce genre de choses. En quoi est-ce que maintenant, l'arrivée de l'IA, si elle est utilisée, je dirais, comme aide à la décision, poserait plus de problèmes que ces technologies-là qui sont un petit peu les ancêtres, finalement? Bah, vous l'avez dit vous-même, c'est de l'aide à la décision. Si c'est l'IA qui prend la décision toute seule, là, on est dans quelque chose qui a un risque élevé. Si derrière, vous avez un être humain qui garde la possibilité, non seulement juridique, mais aussi technique vis-à-vis de son employeur, de prendre une décision qui est contraire à celle de l'IA, a priori, l'IA, c'est nouveau, c'est juste une aide, c'est un outil. C'est comme la BI ou de l'analytics qu'on a aujourd'hui, aux stéroïdes, on est d'accord. Mais à la fin, c'est quand même c'est un être humain qui va prendre la décision. C'est exactement ce qu'on a dans le RGPD avec les décisions individuelles automatisées. C'est le même principe. Ce qu'on dit, c'est que dès le moment qu'on a un algorithme, une IA qui, sur tout un processus, est toute seule, comme une grande, elle va faire ses calculs, ses analyses, puis à la fin, c'est elle qui prend la décision, par exemple, vu que je viens de l'assurance, de rejeter ou d'admettre une demande de prestation suite à un sinistre. À ce moment-là, effectivement, on commence potentiellement à avoir des problèmes, non seulement, surtout aussi parce que ces IA, au bout d'un moment, c'est des black box. On ne sait plus comment ça fonctionne. Et comment vous voulez ensuite, de nouveau, dans des domaines réglementés comme celui de l'assurance, par exemple, comment est-ce qu'après, vous allez faire contrôler une décision de l'IA par un juge? Si le métier évolue, comment on va s'assurer que l'IA est toujours en adéquation par rapport à ce qu'on faisait avant et à ce qu'on va faire plus tard? Exactement. Oui, dernière question, puis après, la notion des risques élevés, enfin les catégories de risques, c'est un petit peu comme les données personnelles et les données sensibles. Est-ce qu'on a une liste exhaustive ou est-ce que c'est des catégories un peu vagues? Non, alors ces quatre catégories-là, celles-là, elles sont fixes. Les risques élevés, on sait exactement. De nouveau, il va falloir faire des analyses. Il y a des annexes à l'AI Act qui, en fait, vont donner des critères, des exemples, en fait, de situations. Mais derrière, de nouveau, je pense que la remarque, la critique sur la difficulté de mise en pratique, à mon avis, elle n'est pas dénuée de fondement. C'est pas comme le RGPD au début, on ne saura absolument pas ce que c'est qu'un risque élevé ou ce genre de choses. Même là, avec la nouvelle LPD, on nous dit oui, le profilage à risque élevé. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est. J'ai écrit un bouquin dessus, je ne sais pas ce que c'est que le profilage à risque élevé, j'arrive pas à le définir. C'est profilage ou pas profilage. Et ensuite, on peut faire différents types de profilage, mais juste comme ça, abstraitement, le profilage à risque élevé, je ne peux pas vous l'expliquer. Ça va toujours, cette notion de risque, elle va toujours intervenir sur la base d'une situation concrète. Vous ne pouvez pas juste dire, cette IA-là, parce qu'elle fait de la reconnaissance faciale, c'est automatiquement du risque élevé. Non. Et il faut regarder comment elle fonctionne, les paramètres, les données d'entraînement, les biais éventuels, etc. Et ensuite, vous faites vos analyses de risque et vous prenez vos conclusions. Alors, au niveau des droits fondamentaux, alors juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un droit fondamental, mais j'espère que tout le monde le sait. Donc, c'est l'État principalement qui est censé respecter nos droits, qui sont dans la Constitution, vie privée, vie familiale, liberté d'information, de réunion, etc. etc. Par contre, les secteurs privés, les entreprises, vous et moi, on n'est pas vraiment censé. Il n'y a pas d'effet horizontal des droits fondamentaux, donc il n'y a pas une obligation en fait, de respecter ces droits. Après, évidemment qu'il y a des lois spécifiques qui vont interdire la discrimination raciale, etc. Mais par défaut, je veux dire, si une entreprise a envie de me museler, m'empêcher de dire quelque chose, c'est son droit. Après, elle peut essayer. Puis si je ne veux pas le faire, si je ne veux pas respecter ces directives, je ne les respecte pas. Mais voilà, il n'y a pas une obligation juridique similaire à celle de l'État pour les entreprises donc, privées de respecter les droits fondamentaux. Et se pose du coup la question de savoir, l'IA, en fait, est-ce qu'elle va devoir respecter nos droits fondamentaux? Après tout, c'est une chose, c'est un outil, mais c'est quelque chose d'autonome.
qui risque de prendre des décisions à la place d'êtres humains. Donc, si c'est une IA qui est utilisée par les pouvoirs publics, a priori, ce serait bien qu'elle respecte les droits fondamentaux, vu que son détenteur est censé le faire. Par contre, pour une entreprise, ce sera peut-être différent. Donc, l'IA, elle pose quand même pas mal de problèmes, notamment quand il s'agit, par exemple, de prédire le risque de récidive. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé aux États-Unis, où on se retrouve, vous avez tous vu des séries américaines, où on se retrouve avec un accusé qui passe devant le juge, qui doit décider quel est le montant de la caution, est-ce qu'on le relâche ou pas, etc. etc. Si vous avez de l'IA qui intervient à ce moment-là, parce que finalement la caution, elle est calculée aussi justement sur le risque de récidive. On vous remet en liberté aussi en évaluant est-ce que vous allez est-ce que vous allez faire de la collusion vis-à-vis des témoins, est-ce que justement vous allez commettre un autre crime en attendant votre jugement. Si vous avez de l'IA qui commence à analyser toute votre vie, que vous ne savez pas qu'il y en a, que vous ne savez pas quels critères sont pris en compte, comment après, quand le juge va prendre une décision, vous allez pouvoir contester cette décision en disant non mais attendez, c'est pas parce que j'habite dans un quartier à forte criminalité que je vais automatiquement récidiver. Statistiquement, oui. Statistiquement, oui. Mais il y a peut-être des éléments qui ne sont pas pris en compte par l'IA, qui sont certainement pas pris en compte par le juge non plus. Mais de nouveau, vous avez une IA qui vous dit celui-là, 89% de chances de récidive. Vous êtes juge, vous faites quoi? Vous dites ah, il y a quand même 11%, allez, je le relâche. Ou bien vous dites non, 89, pas déconner. Encore. Ouais, l'objectivité mathématique de l'IA, c'est bien ça son problème, c'est que vous allez systématiquement vous dire elle a des infos que je n'ai pas. Donc à la fin, moi, tout ce qui me reste, c'est le côté humain, c'est l'empathie, c'est ça qui reste. Tout le reste, c'est évacué. Un juge qui utilise ChatGPT pour rendre une décision de justice. Pourquoi pas? Je ne l'ai pas lu, cette décision. Je ne sais pas si elle a été cassée ensuite par une cour supérieure. Elle était fausse. Ou elle était fausse, j'en ai aucune idée. Mais voilà, ce genre de choses-là, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut? Est-ce qu'on se dit, ouais, bon, moi, utiliser ChatGPT au quotidien pour lui poser des questions, c'est cool. Est-ce qu'on a envie que les juges utilisent ChatGPT? Question ouverte. Moi, à titre personnel, je n'aimerais pas trop, mais je préfère que ça leur prenne 3 jours pour rédiger une décision complète, peut-être même plus, plutôt qu'ils chargent tout le dossier pénal, par exemple, dans ChatGPT, qui va ensuite utiliser ça pour s'entraîner, et puis que ChatGPT lui rende sa décision. Après, il y a des questions. ChatGPT pose des défis assez importants aussi au niveau vie privée. Hein. Là, il y a juste un exemple particulier de Clearview. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Clearview, c'est une société américaine qui, en fait, pompe à peu près toutes les images qui contiennent un visage sur Internet et qui entraîne ces IA à faire de la reconnaissance faciale et qui ensuite vend son IA aux forces de l'ordre pour faire justement de la reconnaissance faciale. C'est très prisé aux États-Unis, notamment parmi certaines polices. Il y a ensuite, on dit toujours, oui, mais on ne peut jamais avoir accès aux données d'entraînement. C'est faux. Il y a des gens qui arrivent en demandant, en posant les bonnes questions, en amenant l'IA à se mettre, ou la conditionner en quelque sorte. Arrive un moment où il y a des chercheurs, et puis il y a eu même des articles d'autres personnes qui ont réussi à extraire les données d'entraînement. Donc vous pouvez même avoir, si vous êtes suffisamment, on va dire, intelligent, vous avez le temps, les compétences, c'est comme quand vous êtes un hacker, vous arrivez à sortir les données d'entraînement de l'IA. Et donc potentiellement à obtenir des informations sur des personnes, des secrets d'affaires, des données personnelles, ou que sais-je. C'est une boîte noire, mais dans laquelle, avec une lampe de poche, au bout d'un moment, on peut peut-être trouver quelque chose.
Liberté d'expression, ça aussi. On a des algorithmes de l'IA, notamment pour la modération de contenu. Hein, quand on pense à YouTube, YouTube, c'est des centaines et des centaines d'heures de vidéos chargées chaque minute ou chaque seconde en ligne. C'est du délire absolu. Aucun être humain ne peut regarder toutes ces vidéos pour contrôler ce qu'elles contiennent. Donc forcément, on utilise des algorithmes. Et puis quand ces algorithmes disent « Non, mais ça c'est vraiment du contenu, c'est contraire à nos règles, sauf que derrière, c'est des preuves de crimes de guerre », c'est dommage. Peut-être qu'un être humain aurait pris la même décision. Mais dans cette situation-là, peut-être que l'être humain aurait dit « Tiens, mais c'est quand même un peu bizarre, est-ce que je ne devrais pas remonter ça plus haut pour savoir si on garde ou pas ?» L'algo, lui, ça viole, supprimé. Bon. Et puis il y a toute la question des bulles d'information, hein, notamment là c'était une enquête du Wall Street Journal sur TikTok, le fait de tout le temps d'avoir des recommandations d'algorithmes qui veulent sans arrêt vous maintenir sur une plateforme. On va tout le temps vous proposer des contenus qui vous intéressent, hein, qui flattent votre ego, qui vont tout le temps, qui vous confortent dans vos opinions. Et puis ça, justement, ça vous enferme dans une bulle. Alors, dans un sens, c'est bien, parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui que sans les algorithmes, nous, les êtres humains, on n'arriverait juste pas à trier l'information. Donc, les algorithmes ont une utilité aussi, sauf que quand ils nous enferment dans une bulle, on voit presque les effets que ça a sur la démocratie. Égalité aussi, non-discrimination. Là, un exemple qui date d'il y a quelques années, mais comme on a moins de femmes dans les conseils d'administration, les algorithmes de Google se disent « Quand une femme cherche un emploi, je ne vais pas lui montrer des postes dans des conseils d'administration ou à la direction. » Logique. Donc, l'IA reproduit aussi les biais de notre société. On a des IA qui arrivent à deviner si vous êtes gay ou pas, simplement sur la base d'une photographie. Alors, l'exploit technique, franchement intéressant. Maintenant, ça, vous donnez cet outil-là dans des pays tels que l'Arabie Saoudite, ou vous imaginez les dégâts? Il va falloir agrandir les prisons. Là, on se dit, super, on arrive à faire des avancées tellement impressionnantes sur de la reconnaissance faciale, sur la corrélation d'informations, c'est génial. Éthiquement, ça, c'est inadmissible. Le premier aussi, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est une question de biais. Mais le deuxième, c'est commercialiser ou mettre ce genre d'IA à disposition. Il y a des États qui vont adorer. En Europe de l'Ouest, en tout cas, ça va quand même poser un sérieux problème éthique, et notamment juridique. Encore toujours sur l'égalité et non-discrimination, dans la santé, aux États-Unis, de nouveau, il y a du racisme dans les décisions des algorithmes qui vont déterminer si oui ou non votre assurance va prendre en charge les coûts de votre traitement. Les politiciens aux États-Unis, enfin les conservateurs qui trouvent que finalement ChatGPT est devenu woke. Voilà, je veux dire, l'égalité, la non-discrimination, de nouveau, ça va. Il y a des moyens assez simples, mais pas faciles à mettre en œuvre, mais simples sur le papier, d'éviter ça. C'est simplement de donner à l'IA des données qui ont été triées, et pas juste comme on l'a fait pour ChatGPT. Tiens, connecte-toi au web et scanne tout. Ça, c'est le pire qu'on puisse faire. Pardonnez-moi, pardon my French, comme on dit en anglais, mais il y a tellement de merde sur Internet, de cochonneries, dire à une IA, va t'entraîner sur Internet, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Et pourtant, voilà, c'est ce que OpenAI a fait. Bon, ça c'était la face, le côté un petit peu noir. Maintenant, il y a évidemment des opportunités fantastiques avec l'IA. Pensez à votre banque qui aujourd'hui vous dit « Ah non, niveau solvabilité, c'est pas terrible et tout ». Peut-être qu'elle a des informations, non seulement erronées, mais peut-être qu'ils ne sont pas à jour, peut-être qu'elle n'a pas l'ensemble de la big picture, comme on dit, et peut-être que l'IA va finalement dire au vu de... Alors oui, certes, le passé n'est pas terrible, maintenant, les prédictions à 5 ou 10 ans au niveau macroéconomique, etc., et tout, je pense qu'on peut quand même faire un prêt à ce taux et tout.
Donc, si on arrive à augmenter, à améliorer le niveau de vie des gens, ça, cet exemple de la solvabilité, c'est un peu facile, mais enfin, c'en est un parmi d'autres, c'est pas mal. Les handicaps, détection précoce de tous les handicaps possibles et imaginables, non seulement dans le fœtus, mais également plus tard, quoi. Sécurité au travail, imaginez les gens qui font le travail justement de revue de certains contenus qui sont publiés en ligne, qui font du travail de modération. Quand vous passez vos journées à regarder des contenus pédopornographiques, je ne sais pas dans quel état vous êtes le soir, moi à leur place je serais vraiment mal. Si finalement on arrive à développer des IA qui non seulement vont pas effacer des preuves de crimes de guerre, mais qui vont soulager les êtres humains de certains fardeaux, notamment psychologiques, améliorer la sécurité au travail, c'est tant mieux, l'aide au diagnostic dans la santé, l'éducation, on peut avoir des IA qui vont aider les élèves, qui vont pouvoir, quand vous êtes prof et puis que vous avez 25 élèves devant vous, donner un feedback tout de suite sur un devoir, souvent c'est juste pas possible. Donc si on a des IA qui dans certaines situations particulières donnent justement ce feedback, que les profs du coup revoient leur pratique pédagogique, qu'on intègre peut-être de l'IA de nouveau, hein, des trucs pas à risque faible, hein, on est d'accord. C'est quelque chose qui peut être super, notamment des conseils, je sais pas, de la revue de dictée immédiatement, enfin non pas de dictée, de composition, par exemple, avoir un feedback tout de suite de l'IA qui va déjà vous montrer toutes vos fautes d'orthographe tout de suite, vous donner des conseils peut-être de style, et puis après vous avez encore le prof qui peut en rajouter, et puis il y a des choses qu'il faut revoir, mais l'éducation, ça peut aussi être un endroit où l'IA va être une grande aide. Aussi, la question du droit à la vie. Aujourd'hui, on a le changement climatique qui menace quand même assez sérieusement ce droit fondamental. L'IA qui va prédire des événements extrêmes, qui va peut-être aider à trouver des solutions, alors certes, qui vont clairement pas faire plaisir aux êtres humains, mais pour aider à limiter, voire à réduire ce changement-là. Il y a plein de possibilités. Évidemment, ça, c'est toujours ce qu'on va nous vendre. Et ce que je vous ai montré avant, c'est les choses qu'on se dit, oh, mais, non, mais ça ne va pas arriver, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, les opportunités, on les voit, mais souvent, ce qui va se passer plus tard, souvent, on n'en a déjà pas conscience au moment où on acquiert une IA, au moment où on commence à l'utiliser. C'est souvent bien plus tard qu'on se rend compte que ça ne tient pas là. Voilà. On va encore voir si... Hop, voilà. Donc, responsabilité civile et pénale. La civile, on vise seulement à réparer le dommage. Vous avez embouti la voiture de quelqu'un, on va payer les réparations ou vous offrir une nouvelle voiture. La responsabilité pénale, on veut punir. Vous avez eu un mauvais comportement, on va vous punir. Les deux, évidemment, peuvent aller ensemble pour le même délit, enfin, la même situation. Mais on va vraiment distinguer les deux. Donc, de nouveau, le cadre légal suisse en matière de responsabilité sur l'IA, comme d'habitude, on attend. Le droit européen, lui, on n'a rien du tout à l'heure actuelle, mais on aura normalement cette directive sur la responsabilité civile de l'IA. Mais vraiment, aujourd'hui, on n'a rien. Bon, on est à peu près au même stade qu'il y a 20 ans, jurisprudence en moins, mais c'est comme si les ordinateurs n'existaient pas. Alors, ça va très bien aujourd'hui pour tout ce qui ne concerne pas l'IA, mais on va le voir, dès qu'on met un petit peu d'IA, dès qu'on saupoudre tous ces concepts de responsabilité, qu'on met un petit peu d'IA là-bas dedans, ça disrupte complètement les choses. Donc, en responsabilité, la question première, c'est déjà, il faut une personnalité juridique. Donc, a priori, seul l'État, les personnes morales et les personnes physiques peuvent encourir une responsabilité. Donc déjà, est-ce que l'IA a cette personnalité, pardon? La réponse est évidemment non, en l'état actuel de la législation. Donc, si l'IA ne peut pas être responsable en tant que telle, alors c'est qui? C'est quand même l'IA qui a commis une faute ou un crime. Mais c'est pas elle qu'on va punir. Bon.
Ça, faut arriver à l'encaisser. Du coup, alors, ce sera qui à sa place? Est-ce que c'est le concepteur de l'IA, toujours, en tant que personne physique ou morale? Est-ce que c'est son testeur? Parce que peut-être que le testeur, il n'a rien vu. Est-ce que c'est le fournisseur, le distributeur de l'IA, qui est peut-être différent du concepteur? Est-ce que c'est l'utilisateur, qui lui n'a peut-être rien fait du tout? Est-ce que c'est l'employeur de l'utilisateur? L'État, pour je ne sais quelle raison? Subsidiairement, peut-être? Et surtout, derrière, pour générer une responsabilité et pour l'attribuer, il faut quand même avoir des principes, avoir des bases légales. Qu'on n'a pas. Enfin, on les a pour les cas usuels, mais pour l'IA, on l'a pas. Donc, en gros, si on passe en revue quelques dispositions assez standards du Code des obligations sur la responsabilité civile, on a la responsabilité délictuelle où on dit celui qui cause d'une manière illicite un dommage à autrui intentionnellement ou par négligence ou imprudence doit le réparer. Là, super. Celui qui, c'est qui, c'est l'IA, c'est l'utilisateur. S'il avait le contrôle. S'il ne l'a pas, c'est qui? C'est qui a causé le dommage? C'est l'IA. Enfin, c'est quand même l'IA qui a fait quelque chose. On rattache cet acte à qui? Mais l'IA, c'est juste un bête outil de statistique. Mais dès qu'elle est autonome et puis qu'elle commence à faire des choses sans que vous le lui demandez. Oui, d'accord. Mais on lui a donné la permission. Qui c'est qui lui donne la permission de le faire? Mais l'IA, si vous commencez à limiter ses permissions puis à lui mettre des cadres un petit peu partout, c'est plus intéressant. Ouais. L'avantage de l'IA, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui a donné en fait la permission. C'est le cas entre le concepteur. Ici, elle la prend, la permission. C'est toujours des blaireaux qui arrivent à écrire des trucs dans le chat pour dire coucou, moi je suis intelligent, je vous donne des infos. Par exemple, la loi robotique de Asimov, tout ça. Ouais, définir un cas, tu la connais. On a vu dans les ouvrages à quel point ça fonctionnait bien. Ouais. Bah, ça, la mémoire ligne sur le robot en question. Du coup, comment on évalue le retour d'expérience sur la pertinence de l'IA pour dire, mais est-ce que ce que mon IA propose, c'est pertinent? Et comment j'évalue derrière cette pertinence, comment je vais l'améliorer, comment, du coup, je vais pouvoir dire, je sais pas, mais est-ce que je vais mitiger cette responsabilité justement en disant, on a appris que cette IA était pertinent sur tel domaine de décision selon tel critère, donc on peut estimer que le niveau de responsabilité, c'est toujours la même chose, il va falloir que vous le testiez. De la même manière, pour reprendre la situation, on parlait des voitures autonomes tout à l'heure, les voitures autonomes, on le fait déjà avec des voitures qui ne sont pas autonomes, on fait des crash tests, on vérifie la sécurité, on fait tout ce qu'on peut. Avec l'IA, il va falloir faire la même chose. Donc il va falloir tester, il va falloir envoyer, mettre des mannequins sur la route de différentes tailles et puis voir ce qui se passe. Est-ce que l'IA va plutôt écraser celui de petite taille parce que ça a l'air d'être un enfant, puis on préfère protéger un enfant? Enfin, tout ça, il va falloir le tester. Puis à la fin, comme pour les médicaments, il va falloir produire des rapports d'audit, de tests, et puis dire, en gros, voilà ce qui se passe. Et à la fin, c'est quand même les autorités qui décident de la mise sur le marché de ce genre d'éléments, de produits. Donc, soit on pose des critères pour une mise sur le marché sans contrôle de l'État, soit on dit non, c'est trop risqué, on veut que l'État contrôle, sauf qu'au bout d'un moment, si c'est l'État qui valide, alors à ce moment-là, la responsabilité, c'est clairement l'État, à moins qu'il y ait eu des malversations, qu'on puisse reporter la responsabilité sur le concepteur. Mais l'État, lui, ne va jamais vouloir assumer cette responsabilité-là. En plus, comme l'IA, elle va changer, elle va apprendre, ça va mettre dans un contexte toujours mouvant. Donc, les critères d'acceptance de AT0 vont pas être suffisants. Un peu aussi avec mon cœur. Le temps que l'État valide, l'IA a déjà vu que ça n'a jamais arrivé pour d'autres. Vu à la vitesse où il veut. Bien sûr. On a de la responsabilité contractuelle aussi, lorsque vous ne faites pas ce qu'on attend de vous d'un contrat, mais là encore, on va voir très bien comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ça à l'IA. Il y a la responsabilité pour les animaux. Vous êtes le détenteur d'un animal, ça pourrait être assez intéressant. Parce qu'après tout, un animal, il est autonome. Théorie. Vous le contrôlez vaguement, mais enfin, s'il décide de foutre le camp ou de vous flinguer votre canapé, vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose. Alors, si vous êtes là, vous pouvez l'en empêcher, mais si vous n'êtes pas là, il fait ce qu'il veut. Ça pourrait être un cas assez intéressant.
Et là, par contre, pour la responsabilité des animaux, ben, c'est le détenteur de l'animal. Donc on reviendrait sur l'utilisateur de l'IA, pas sur son concepteur. Après, c'est à l'utilisateur de se retourner. Bien sûr. Mais là encore, vous vous retournez. En responsabilité civile, c'est à vous de prouver le dommage. Et si on ne présume pas la faute de l'entreprise conceptrice de l'IA, ça va être à vous de prouver que cette entreprise a commis une faute. Et si vous n'avez même pas accès à toute la documentation de l'IA parce que secret d'affaires, vous êtes foutu. Tout ça pour dire que, déjà, rien que là, en responsabilité civile, on commence à voir que si on ne change pas un tout petit peu la loi et certains principes, si on ne renverse pas certaines présomptions légales vis-à-vis de la responsabilité, le jour où vous allez sur la route avec votre voiture autonome, en gros, vous avez intérêt à garder les mains sur le volant et pas à regarder Netflix, parce que si jamais il se passe quelque chose, ça reste pour votre pomme. Vous avez encore la responsabilité du fait des produits. Alors celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle implique en fait que quand un producteur d'un produit commercialise ou met à disposition ce produit sur le marché et qu'il y a un défaut, eh ben, on peut se retourner contre le producteur et pas forcément le vendeur ou le distributeur, etc., mais vraiment contre le producteur. Et ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que là, on a un renversement du fardeau de la preuve, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur, vous n'avez pas à prouver le défaut. C'est au producteur de prouver l'absence de défaut. Ça pourrait être super intéressant pour l'IA. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'entreprise qui a développé qui casque, c'est à elle de prouver qu'en fait, elle avait pris toutes les mesures. Mais de nouveau, elle va pouvoir le faire. Puisqu'une entreprise diligente, elle va faire tous les tests possibles et imaginables pour surtout pas se retrouver dans cette situation-là. Sauf que, on l'a dit plusieurs fois, l'IA, à un moment T, elle a une certaine forme, une certaine capacité. Un mois plus tard, peut-être qu'en fait, elle fait complètement autre chose, qui sort complètement des sentiers battus et qui est absolument pas conforme, ni même prévu dans la doc. Et à ce moment-là, est-ce qu'on considère que c'est un défaut ou pas? On ne sait rien. Peut-être prendre en fait en compte les problématiques de génération. Oui. La responsabilité dans une génération plus N génération. Mais à quel moment vous considérez qu'il y a une nouvelle génération? Ah bah ça, dès qu'il y a un changement par rapport à l'origine. C'est ça. Mais est-ce qu'après, il va falloir trouver une unité de mesure? Est-ce qu'on va compter en semaines, en temps, en version, en je ne sais quoi, en nombre de paramètres? On verra. Oui, on verra. Laissons ça au Parlement, on se débrouille. Ouais, ils sont passés quand. Voilà. Donc voilà, il y a la responsabilité du fait des produits. D'ailleurs, c'est sur cette base-là, donc ça c'est du droit suisse, hein, mais en droit européen, la future directive, elle reprend les principes de la responsabilité du fait des produits. Maintenant, j'ai une situation concrète pour vous, un petit cas. Une clinique privée équipe certains de ses médecins d'un outil d'aide au diagnostic, donc avec de l'IA. L'outil interprète mal les antécédents d'un patient et diagnostique une angine à streptocoque au lieu d'une bronchite. Le médecin suit le diagnostic et prescrit un traitement inapproprié qui endommage gravement les poumons du patient. Voilà. Donc, qui est à blâmer? Qui est-ce qui est impliqué? Et finalement, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement quelque part? La responsabilité de qui ici? Est-ce qu'on a des responsabilités primaires et secondaires, c'est-à-dire des gens de premier recours qui eux-mêmes peuvent après... Ah oui, bien sûr. Alors après, donc là, effectivement, vous vous faites condamner, puis après, vous faites recours. Mais en général, si on n'a pas réussi à démontrer la responsabilité de quelqu'un en première instance, ça risque d'être un petit peu difficile de le faire plus tard. Mais oui, mais c'est tout à fait... Juridiquement, en tout cas, c'est tout à fait possible. Comment on prouve qu'il s'est trompé de diagnostic? L'IA? Ou le médecin? Non, le médecin, c'est assez simple. Mais l'IA, comment est-ce qu'elle s'est trompée? Ça va être pour vous faire de moi. Je doute qu'un médecin remette en cause, c'est quoi, 10-12 années d'études par rapport à une IA? Ah bah si l'IA vous dit, écoutez, basé sur à peu près 2500 études et recherches que je viens de compiler en 3 secondes, statistiquement, je suis sûr à 90% que c'est une angine à streptocoque. Sachant que ces 2500 études, vous en avez lu une l'année passée pendant le vol qui vous emmenait à un congrès de médecins, puis que les autres, vous ne les avez pas lu parce que vous êtes overbooké, vous n'avez pas le temps. Vous faites quoi? Vous avez quelqu'un qui en sait beaucoup plus que vous, qui vous dit c'est ça la bonne réponse.
À 90% de chance. C'est ça la bonne réponse. Mais c'est la différence entre un humain et puis une machine. C'est qu'il faut qu'on regarde en fait son centre critique. Donc ça nous donne une réponse, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la vérité. Donc là, c'est le médecin. C'est pas voilà. Là, on sait que l'outil interprète mal. Donc c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui a. Bon, on le sait après coup, hein, effectivement. Mais est-ce que ça ne poserait pas la question d'une responsabilité qui est plus collective qu'individuelle finalement? Parce que ici, on a plusieurs personnes, des personnes qui ont mis en place l'IA, qui s'en servent pour effectuer un diagnostic. Des concepteurs de l'IA, des testeurs, bon, ça fait plein de monde. Et du coup, est-ce que cette responsabilité ne pourrait pas être partagée parce que le patient qui a sa santé qui est endommagée, finalement, lui ou elle devra avoir réparation quelque part. Vous imaginez la responsabilité partagée. On ne connaît aucun développeur qui va vouloir assumer une quelconque responsabilité s'il sait que l'outil, enfin l'IA qu'il est en train de développer ou à laquelle il participe, si jamais elle fait un truc qu'elle n'est pas censée faire ou qu'elle cause un dommage, on peut venir vous chercher, vous, pas votre employeur. C'est quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a personne. Concepteur, quelqu'un qui développe quelque chose, il n'a pas la responsabilité. Même si, moralement, en fait, n'importe quel développeur, il peut développer quelque chose où il y a un risque mort. Bah derrière, ce sera, à moins qu'on arrive à prouver une faute, ce sera l'entreprise qui va ramasser. L'idée d'une responsabilité collective, elle n'est pas mauvaise, sauf que derrière, enfin, juridiquement, pourquoi pas? On dilue la responsabilité, c'est un petit peu tout le monde est content ou tout le monde est triste, enfin, ouais. Mais derrière, qui va encore vouloir utiliser et développer des IA si on sait que même si on n'a rien fait, a priori, on peut casser. Moi, je préfère continuer à conduire ma voiture de manière manuelle, hein, si c'est ça. Ouais, mais si on revient sur quelque chose de plus pragmatique, par exemple, l'ingénieur civil, quand il construit une maison, il est responsable pour 50 ans. Donc, si l'immeuble descend, les chances que l'immeuble tombe en Suisse, c'est quand même ridicule. Oui, mais vous avez quand même des normes de construction assez strictes. Il y a des normes de construction, tout à fait. Il y a des normes de construction et tout ça. Là, on en a pas des normes de construction. C'est pas le problème. Bah oui. Mais lesquelles on met? Sachant que, de nouveau, votre immeuble, a priori, il est statique, il ne va pas bouger. Vous allez faire des rénovations. Là, on a quelque chose d'évolutif à la seconde. Oui, non, d'accord. C'est dire cognitivement, c'est complètement délirant à essayer de cadrer juridiquement. Et c'est là aussi on voit on constate la limite du droit en fait face à ces situations-là. Donc déjà, on peut se poser la question sur cette situation-là, d'où vient le problème? L'IA, visiblement, elle a pas merdé. Est-ce qu'il y a un biais? Est-ce qu'on n'a pas été très transparent aussi vis-à-vis du patient? On lui a rien dit sur le fait qu'on allait utiliser un outil de diagnostic, enfin d'aide au diagnostic. Il était pas au courant. Puis il aurait refusé, puis il savait. Est-ce que les données collectées dans le cadre de ce cas-là, pour ce diagnostic, en fait, vous n'avez pas utilisé la bonne IA? Elles n'étaient pas adaptées, elles n'avaient pas le bon format, il y a peut-être une erreur humaine à la base aussi. Des faiblesses humaines sur la conception, l'utilisation, vous avez une dépendance médecin qui finalement, oui, il a 12 ans d'études, 32 diplômes, mais derrière, bon, je sais pas, puis il se repose entièrement sur l'IA. C'est même pas lui qui prend la décision, en fait, c'est un peu l'IA qui le fait. C'est l'arme en bas, il va être branché sur la fenêtre. Voilà. C'est quand même l'IA qui, ici, lui dicte ce qu'il fait. Est-ce que finalement, on a surestimé l'IA? En fait, elle n'est pas. Elle n'était pas passable, mais on n'aurait jamais dû l'utiliser dans cette situation-là. Est-ce qu'on l'a mal évalué? Est-ce qu'il y a de l'overfitting? Est-ce qu'en fait, il est sous-performant? Est-ce qu'on ne l'a pas utilisé de manière conforme aux recommandations du fabricant? Il y a déjà plein de choses qui peuvent se passer juste au niveau de l'utilisation du développement de l'IA. Et après, on peut aussi se retrouver face à plusieurs responsabilités. Ah oui, alors. C'est super dommage, ça c'est clair. On va. Une ablation des poumons, enfin d'un poumon en tout cas. Donc, lui, il va peut-être essayer de se retourner contre le concepteur. En disant, votre IA, elle a mal diagnostiqué, c'est un défaut, donc merci de m'indemniser. Le concepteur, lui, il va dire, ouais, non, mais regarde, j'ai tous les rapports, tous les tests, tout ce que tu veux, tu peux rien faire. Donc, a priori, vu en état actuel de la législation, ça va être difficile. Après, il va peut-être pouvoir se retourner contre la clinique. Et pourquoi?
vous n'avez pas donné les bonnes instructions d'usage à vos médecins, vous n'avez pas, c'était pas la bonne IA, le bon outil pour faire ce genre de diagnostic. Donc là, on serait dans de la responsabilité finalement ici subjective, avec ensuite encore de la contractuelle vis-à-vis des actes du médecin. Peut-être que lui, évidemment, qu'il n'aurait pas dû suivre l'avis de l'IA, qu'il aurait dû émettre un doute, faire des analyses complémentaires. Vous avez une IA qui vous dit 90% de chance, mais il reste 10%, 10% c'est énorme en médecine. Est-ce qu'il aurait dû faire quelque chose? Responsabilité délictuelle en tant qu'employeur du médecin par la clinique. Une responsabilité objective en plus, donc ça, a priori, c'est quand même elle qui va casquer à la fin. Puis à la fin, on peut évidemment envisager un recours de la clinique envers le concepteur, mais là aussi, sur quelle base? L'intelligence artificielle et l'aide au diagnostic médical. En tant qu'utilisateur, ici, c'est quand même un petit peu à poil. Hein. Donc en gros, en responsabilité civile, le constat aujourd'hui, il est simple. Vous utilisez de l'IA, c'est pour votre gueule, s'il se passe un problème. L'utilisateur final, donc ici, le médecin ou la clinique, parce que finalement c'est l'employeur du médecin, c'est eux qui vont ramasser. Et s'ils espèrent pouvoir se retourner contre le fabricant, en l'état actuel de la législation, avec tout ce qui va avec, honnêtement, no chance. Donc, aujourd'hui, si le Parlement écoute, ce serait bien d'inclure, comme veut le faire l'Union européenne, modifier la loi sur la responsabilité du fait des produits au minimum pour inclure des situations où on a de l'IA pour peut-être améliorer la transparence vis-à-vis des utilisateurs, leur donner des moyens d'agir contre les concepteurs et pas contre l'utilisateur qui, lui, n'y a peut-être pour rien. Et puis finalement, aussi garantir quelque chose. Vous savez, quand vous signez des contrats, en général, la partie adverse, la contrepartie va souvent se dédouaner d'à peu près toutes les responsabilités possibles et imaginables. Et bien peut-être que pour l'IA, il ne faudrait pas. Il faudrait dire, voilà, négligence grave, etc. Comme on le fait aujourd'hui, ça, on ne peut pas se dédouaner de cette responsabilité-là. Ben, il faudrait dire, voilà, il y a de l'IA, vous ne pouvez pas vous dédouaner de ce que va faire votre IA. Point. Ça peut être une solution aussi assez radicale, mais ça peut être une solution. Médical, c'est une question. On va dans l'hôpital, donc on ne peut pas deviner quel médecin est bon ou pas, peut-être. Non, bien sûr. Conseiller. Et après, il y a des erreurs médicales aussi. Mais l'erreur médicale, vous allez pouvoir attaquer le médecin. En tant que patient, vous êtes quand même assez bien protégé, parce qu'à la fin, là, c'était de l'aide à la décision, vous attaquez le médecin. Après, ce qui se passe après, c'est plus votre problème, parce que vous allez être indemnisé. Nous-mêmes qui décidons si on va utiliser un certain service. Voilà. Donc, si on va mal, on va au l'hôpital ou l'urgence, et si on peut aussi décider si on va utiliser. Oui, bien sûr. l'IA ou non. Imaginez que dans la situation que je vous ai donnée, là, en fait, c'est l'IA qui va dire au médecin, c'est ça le problème. La décision, c'est ça. Toi, tu exécutes. Toi, tu vas opérer, tu fais le plombier, mais la décision, le diagnostic, c'est ça. C'est le médecin qui a accepté le diagnostic qui a été proposé par l'IA, donc il prend d'une certaine façon la responsabilité de s'appuyer uniquement sur un diagnostic qui a été fait. Mais est-ce que c'est de sa responsabilité, c'est lui qui. Est-ce que le médecin a la capacité intellectuelle, il a une capacité réelle aussi, à s'opposer et à prendre une décision inverse à celle de l'IA et à prendre du coup le risque que ce soit lui? Est-ce que le médecin Mais là, on peut certaines navigations qui disaient au conducteur de voiture de prendre un escalier. On n'est pas obligé de foncer dans l'escalier avec sa voiture. Oui, mais là, vous voyez que c'est une très mauvaise idée. Là, vous ne le savez pas. A priori, l'IA, elle a analysé le dossier, elle a pris en compte toutes les études de l'affaire, les antécédents, tout. Et elle vous dit, c'est ça. En gros, le diagnostic, c'est ça. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, toi, tu exécutes. Si vous donnez un pouvoir au médecin, au chirurgien ici, d'en faire qu'à sa tête, de prendre une décision inverse, la responsabilité, elle sera sur lui. Mais lui, est-ce qu'il va faire ça, sachant que c'est une IA qui, supposément,
en sait 10 000 fois plus que lui. Elle apprend les gestes et tout, mais enfin, a priori, en théorie, statistiquement, sur les calculs, tout ça, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est bien, non, s'il y a quelque chose. Non, mais c'est bon. Potentiellement, les médecins qui seraient aussi, si on- Bien sûr. Mais là, le meilleur des médecins, se trouve, la responsabilité est établie. Dans le régime actuel, oui, mais la des fois, ils n'ont responsabilité, pas l'IA, dire c'est oui, ça qu'il faut c'est faire. gêne. La responsabilité, on ne sait pas à qui l'attribuer. Ah, On va quand même l'attribuer au médecin en disant vous auriez dû penser que c'était pas le bon diagnostic. Le médecin va dire bon, en même temps, moi, on m'a dit de faire ça, je l'ai fait. Donc ça va être la clinique qui va nous essayer de se retourner contre le concepteur, mais elle ne va pas y arriver. Ce n'est qu'une aide dans ce cas-là, donc il prend la responsabilité de décider. Alors, je peux comprendre qu'on l'aide beaucoup. Mais à la fin, ce qui va se passer ici, c'est que la responsabilité, elle retombe sur la clinique. Et si la clinique, elle sait que quoi que fasse l'IA, c'est pour sa com, est-ce qu'elle va avoir envie d'utiliser l'IA? C'est quoi la différence entre ce cas-là et le cas où le médecin aurait fait le test et la machine, une centrifugeuse, etc., redonner un faux négatif? Bah, là, de nouveau, tu tombes sur la LRFP, responsabilité du fait des produits, et puis tu regardes s'il y a un défaut dans le... C'est juste que tous les examens pas physiologiques, d'analyse de virus, etc., ont un certain pourcentage de faux positifs ou faux négatifs. Même si des fois ils sont de 1%, 0,1%, etc. Le médecin fait le test lui-même, donc sans l'IA, il n'y a pas d'IA. La centrifugeuse lui donne le résultat. Le gars, il n'a pas la bronchite. Finalement, bah, pas de bol, c'était un faux négatif cette fois-là. C'est qui porte la responsabilité dans le cas d'un faux négatif? C'est juste qu'on arrivera au constat qu'en fait, il n'y a aucune responsabilité parce que faut avoir de chance. Et puis, voilà. Aujourd'hui, avec les centrifuges, c'est qui prend la responsabilité? Normalement, ça va être le fabricant. Si on arrive si le fabricant n'arrive pas à démontrer que en fait la faute ce n'est pas chez lui, qu'il n'y a pas de défaut. Ce qui va montrer que sur 10 000 tests, il y en a 2 qui passent, qui sont des faux négatifs, et pas de bol, c'était un des 2 sur les 10 000. C'est comme pour tout. Je veux dire, on va un jour vous dire aussi, bah oui, on a intégré des airbags dans nos voitures, mais enfin, il y a une chance sur 1 million qu'ils ne se déclenchent pas. Bon, après, sur les machines, il y a de toute façon des pourcentages en fait de succès qui sont définis. Puis comme c'est dans cette fourchette, bah, le fabricant il n'est pas responsable. Et dans le cas d'analyse médicale sur les appareils doivent être proposés par Souscrédit avec toute une qualité, des protocoles, développement que tout est bien fait. Votre produit, il n'évolue pas entre le moment où vous l'avez commercialisé et le moment où il est utilisé par une personne. L'IA, elle, entre le moment où on la met sur le marché et le moment où vous achetez des licences, ou je ne sais quoi, vous l'installez chez vous, puis, dans votre hôpital, puis vous commencez à l'utiliser, elle a peut-être évolué 200 000 fois. Hein. C'est plus le même produit par rapport au moment où il a été commercialisé. Et là, on a déjà un problème, c'est que le produit, ce qu'on nous dit aujourd'hui dans la loi, c'est produit défectueux, c'est le produit qui a été commercialisé, je ne l'ai pas mis là, mais c'est le produit commercialisé. Si finalement le produit que vous utilisez il est différent de celui qui a été commercialisé, déjà là on a un problème. La LRFP, elle ne va pas pouvoir s'appliquer ici. Le gars, le concepteur, il va vous dire désolé, moi je balançais quelque chose sur le marché, maintenant bah, il a changé, je suis responsable. Et toi, tu proposes quoi? Bah, au bout d'un moment, ce que je propose, je l'ai écrit là avant, c'est il faut qu'on prenne en compte tous ces éléments d'évolutivité, qu'on prenne en compte, enfin qu'on renverse certains fardeaux de la preuve pour faciliter au moins les procédures. Après, les juges, je ne veux clairement pas être à leur place. Parfois, on va se retrouver face à des situations qui sont soit insolubles, soit des situations où on va dire désolé, bah oui, on a dû vous amputer d'un poumon. Par contre, désolé, mais il n'y a pas de responsable parce qu'on n'arrive pas à attribuer la responsabilité. Voilà. Et ça c'est des situations qui, du coup, seront profondément injustes. Que ça arrive de temps en temps, c'est une chose. Maintenant, si ça commence à se démocratiser, à se généraliser, à chaque fois qu'on a de l'IA et qu'on a un problème, qu'on a une procédure en responsabilité civile, puis que derrière les juges disent bah, désolé, tu n'as pas de chance. Il faut plutôt remettre en place un jours. Voilà. C'est comme revient sur la transparence. Donc, c'est comme on dit, on utilisait l'IA qui va avancer des analyses 10 jours. Sinon, vous attendez 10 jours, mais vous risquez d'être mort. Il y a des fois des choix, c'est pas des choix. Je veux dire,
Non, mais si on joue de transparence dans ce cas-là, donc on se parlait comme ça. Au final, c'est pas sûr qui choisit le chemin. Est-ce qu'il y a IA ou... Oui, mais même le patient, à la fin, lui, vous pouvez aujourd'hui, quand vous vous faites opérer, vous avez une déclaration, enfin, vous devez remplir une déclaration de santé, vous avez une déclaration de consentement. Si derrière, on vous fournit encore le manuel et puis toutes les études sur l'IA qu'on va utiliser, vous n'allez jamais lire ça. Déjà, vous lisez même pas les conditions générales quand vous utilisez des services en ligne, même pas les privacy policies. Allez lire ensuite les études et les analyses de risque. Donc, franchement, c'est juste, on ne peut pas systématiquement reporter la responsabilité sur l'utilisateur final. Pourquoi on fait confiance en une institution, pas. On est bien ça, donc si on va en clinique, on fait confiance. Mais si vous dites on va faire tout ça, vous dites oui, donc je n'ai pas de choix. Voilà, pour ça. Au niveau pénal, maintenant, bon, bah, l'IA, est-ce qu'on peut la poursuivre pour un crime ou un délit? Alors, bon, vous vous en doutez, c'est un peu comme pour la responsabilité civile, il faut quand même la personnalité juridique pour qu'on puisse être poursuivi, donc a priori non. En plus, se pose la question de savoir quel est l'élément subjectif de l'IA. Est-ce qu'elle a commis l'infraction pénale intentionnellement ou par négligence? Établir l'intention de l'IA, franchement, ça commence à être pas mal. Là. Moi, je me réjouis de voir les commissions, certaines commissions du Parlement commencer à discuter de ça, si elles ne veulent pas changer la loi. Enfin, ça va être un grand moment. J'espère que ce sera filmé, ce sera très drôle. Donc voilà, niveau pénal, déjà, on retombe sur le même principe que la responsabilité civile. Il n'y a qu'une personne physique, morale ou l'État qui peut être poursuivie. Donc si on reprend la même situation que tout à l'heure, et qu'on se dit, bon, en fait, l'infraction qui a été commise, c'est l'article 125 du Code pénal, c'est le lésion corporelle par négligence. Là, on se retrouve de nouveau sur un problème en fait d'application des principes juridiques. La négligence, il faut un manquement aux règles de prudence, il faut une relation de cause à effet entre la négligence et l'acte, enfin les conséquences de l'acte, et surtout quelque chose qu'on peut reprocher à l'auteur de l'infraction. Donc, là encore, il y a clairement des lésions corporelles qui ont été commises. Maintenant, il faut établir, est-ce qu'il y a eu une négligence? Le médecin, lui, il n'a clairement pas été négligent. Il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Ce n'est pas lui qui a causé le dommage. Techniquement, il a bien opéré. Il n'a juste pas opéré la bonne chose, mais il a bien fait son job. Il n'est pas négligent. Il n'a pas manqué aux règles de prudence. Il n'a pas dépassé le risque. Il n'a pas omis des précautions. Le médecin, là, lui, il n'est pas câble. Il n'a juste pas opéré la bonne chose. Mais en même temps, il n'avait pas les outils, enfin, visiblement, il n'était pas dans une situation où il pouvait contester ce qui a été suggéré par l'IA. Donc, là, on a déjà le médecin, a priori, on ne va pas pouvoir l'attaquer pénalement. La clinique, elle a fait quoi de mal? Mis à disposition. A priori, elle a pas... Oui, d'accord. Enfin, bon, c'est pas elle qui a commis l'infraction, c'est pas elle qui a charcuté, enfin, la clinique, elle n'a rien fait. Le concepteur, il a fait quoi? Est-ce qu'on peut aller dire au concepteur, ici, vous avez manqué aux règles de prudence, vous avez dépassé les risques, etc. Et puis ensuite, arriver à démontrer que le défaut qu'il y avait dans l'IA ou l'absence de prise en compte de certains risques et tout, c'est à cause de ça qu'il y a eu des lésions corporelles par négligence. Si je suis la société, moi je dis, mais écoutez, attendez, c'est quand même pas l'IA qui a opéré. C'est pas l'IA qui a opéré, c'est un médecin. C'était au médecin de s'assurer que c'était le bon diagnostic. Il ne l'a pas fait, pas mon problème. D'accord? Donc, de nouveau, la relation de cause à effet, ici, vous n'arriverez pas à l'établir. Même si vous arrivez à établir que la société conceptrice de l'IA, elle a causé un manquement, et qu'on peut reprocher à l'auteur de l'infraction qu'il aurait dû imaginer, etc., etc. Derrière, moi je suis la société, je vous casse la figure sur la relation de cause à effet. Simplement, parce que de nouveau, on va pouvoir dire, écoutez, moi l'IA que j'ai commis cette idée, elle avait un certain état à un moment donné, maintenant c'était un autre.
En même temps, moi, je contrôle ce qu'elle fait, hein. C'est un truc autonome, ça marche tout seul, c'est génial. Donc, la clinique, le concepteur, le médecin, en gros, là, il n'y a personne qui est responsable. Il y a une infraction pénale qui a été commise. On n'a pas de chance. Ça va être bien quand des IA vont commencer à commettre des meurtres et tout, on va dire, ah, mais je crois qu'il n'y a personne qui a commis. Non, il n'y a pas de causalité, les gars. Désolé. Oui, moi j'ai conçu un truc, ça va tuer des gens. C'est pas ma faute. Il faut que le jugement soit rendu par l'IA. Ah, bah peut-être, ouais, ça va commencer à devenir intéressant. Mais là, on crée un monde parallèle. Hein. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Donc, on a justement une dilution de la responsabilité pénale. Autant en responsabilité civile, on arrive vaguement à se raccrocher à deux ou trois trucs. Au niveau pénal, avec les principes juridiques qu'on a aujourd'hui, l'IA quasiment impunissable. C'est quand même un petit peu dérangeant. Enfin, moi, en tant que juriste, j'ai quand même un petit peu de peine là. Je suis heurté dans ma sensibilité, comme on dit. Pardon ? Tu la mets en courant. Non, mais l'IA, de toute façon, elle est impunissable. Et ça, à mon avis, ça doit rester. Et on va pas commencer à punir des algorithmes. Enfin, c'est quoi ? Écoute, je te retire la prise 3 jours. C'est complètement débile. Donc, on va pas pouvoir punir l'IA, mais derrière, les gens qui ont participé de près ou de loin à cette infraction, avec ce qu'on a aujourd'hui, on n'arrivera pas à les punir non plus. Et l'être humain, enfin, je veux dire, on va tout le temps chercher un responsable. On va tout le temps savoir, mais alors, quand on vous dit, oui, bah désolé, c'est le hasard, on ne peut pas supporter ça. Il faut toujours qu'il y ait un coupable quelque part. Même quand finalement on se rend compte que, ouais, bah oui, désolé, il y a un rocher qui est tombé, bah c'est comme ça, c'est la météo, enfin voilà. C'est dur à accepter. Quand on va dire que c'est Dieu, que tout, enfin, mais on cherche un responsable. Bah, là, c'est pareil. Allez commencer à aller dire aux gens, désolé, bah l'IA, pas de responsable. Voilà. En conclusion, voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire, à part modifier la loi en matière de responsabilité civile, modifier le code pénal pour adapter certains principes, essayer de nouveau de mettre des présomptions, mais imaginez qu'à chaque fois qu'une entreprise voit son IA qu'elle a développé commettre, intentionnellement ou pas, un crime ou un délit, vous êtes présumé coupable. Enfin, on présume que c'est vous le responsable. Et de nouveau, plus personne ne va rien développer. Donc voilà, la responsabilité, c'est un premier problème. Et je m'excuse, je vois que c'est déjà 20 h, il me reste 30 minutes, j'ai encore 2 sujets à aborder, il va falloir que je speed un petit peu. Donc si vous êtes d'accord, je prends le reste des questions à la fin. Je vais les noter sur un petit papier, moi je reste encore un moment, comme ça on avance. Projet de directive européenne, je vous l'ai dit, c'est une adaptation juste de la loi sur la responsabilité, enfin de la responsabilité du fait des produits, on renverse les présomptions, on donne plus de moyens aux particuliers pour obtenir plus facilement des documents et des moyens d'agir contre des sociétés. Donc on réduit un tout petit peu le secret d'affaires, puis on essaye de rééquilibrer un petit peu la balance, c'est ce qu'on vise de faire. Après, est-ce que ça va être accepté tel quel? J'en sais rien. Les débats au Parlement européen n'ont pas encore commencé. Alors, propriété intellectuelle, maintenant, je parle juste du brevet du droit d'auteur, parce que le design et les marques, franchement, on laisse de côté. Je vous avais mis quelques rappels. Enfin, le brevet, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, on brevette un processus, un procédé de fabrication. On ne brevette pas le résultat, mais on brevette ce qui permet d'arriver à ce résultat. Au niveau du droit d'auteur, tout ou presque est couvert par le droit d'auteur dès le moment que vous avez en fait une œuvre qu'on peut, une œuvre. Après, œuvre, c'est au sens légal du terme, pas au sens artistique, hein, on est d'accord, mais qui répond en fait, qui a un caractère individuel, donc il y a un élément un petit peu statistique comme ça, mais qu'on ne veut pas voir, que la jurisprudence ne veut pas voir, mais bref, ça reste quand même un peu des stats, et qui en fait appartient au domaine artistique ou littéraire. Donc il faut un élément qui tombe dans ces deux domaines-là, et qui en plus soit grosso modo statistiquement unique, et à ce moment-là, paf, automatiquement, vous êtes protégé par le droit d'auteur. C'est magique. C'est pas comme le brevet où vous devez faire des dépôts, etc. Et ça, donc c'est ce qu'on appelle des œuvres. Et dans le droit d'auteur, comme dans le droit des brevets, c'est qu'un être humain qui peut être créateur d'une œuvre ou détenteur d'un brevet. Donc là déjà, premier problème. Mais du coup, on y vient. Donc, on a déjà eu de la jurisprudence, notamment américaine, en matière d'IA et de brevets.
des tribunaux qui ont confirmé que l'inventeur, c'est une personne physique. On ne peut pas attribuer la paternité d'un brevet à une IA. Même si c'est elle qui a fait tout le travail, à un moment donné, il faut qu'on attribue ça à une personne physique. Maintenant, on se pose là deux questions principales. Mais si vous utilisez l'IA comme outil d'invention, est-ce qu'on peut enregistrer la personne comme, la personne physique qui a utilisé cet outil, est-ce qu'on peut l'enregistrer elle comme inventeur, enfin comme détentrice du brevet, sachant qu'en fait elle n'a rien fait, c'est l'IA qui a tout fait. Bah déjà, éthiquement, c'est quand même un petit peu, on s'attribue la paternité de quelque chose alors qu'on n'a strictement rien fait, c'est quand même un petit peu dérangeant, enfin, puis on va en récolter les fruits et tout. Puis finalement, justement, si c'est l'IA qui est inventeur, qui a tout inventé du début à la fin, à qui est-ce qu'on attribue ça, qui va pouvoir réclamer cette paternité-là? Donc, les tribunaux, pour le moment, disent, et soutiennent mordicus, c'est les personnes physiques, personne d'autre, au moins, c'est stable, c'est bien, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Maintenant, c'est quand même, il y a de plus en plus d'IA qui sont utilisées pour améliorer des processus, des procédés de fabrication, etc. Et derrière, c'est pour toujours la question, maintenant on veut breveter ça, mais on met qui? Après, droit d'auteur, c'est un petit peu la même chose. On a évidemment, il y a déjà la question de l'auteur d'une œuvre, qui aujourd'hui ne peut être qu'une personne physique, mais ensuite, il y a la question aussi de l'auteur, lui, il a des droits vis-à-vis de son œuvre. Il peut décider, c'est Dieu sur terre, son œuvre. Il décide absolument de tout. C'est lui, il peut tout interdire, il peut tout autoriser, il fait ce qu'il veut. Il y a juste quelques exceptions légales qui se trouvent dans la loi, contre lesquelles il ne peut pas aller. L'usage privé, l'utilisation à des fins éducatives, il ne peut pas empêcher un prof d'utiliser son œuvre et de faire même des photocopies, des extraits pour ses élèves, ça il ne peut pas interdire. On ne peut pas interdire les citations d'une œuvre, etc., etc. Donc il y a un cadre, il y a des principes, mais il y a aussi des exceptions. Maintenant, on a de l'IA qui compose de la musique, on a des IA qui écrivent des romans, on a des IA qui créent des images, Midjourney par exemple, et puis on a des IA qui disent n'importe quoi, c'est ChatGPT. On fait quoi de toutes ces créations? Juridiquement, on fait quoi? Ça tombe dans le domaine public parce que on ne peut pas protéger, et puis voilà. C'est embêtant quand même si votre business en tant qu'entreprise, c'est d'utiliser une IA pour créer du contenu. Si tout ce que vous créez, c'est absolument pas protégé, comment est-ce que vous allez en tirer une valeur économique si c'est libre? À l'heure actuelle, on peut prouver qu'un texte a écrit par ChatGPT. Non. Est-ce que du coup, je peux juste le signer et Tu peux. D'accord. Ouais. Ils viennent d'ailleurs de démontrer que leur outil de détection ne marchait pas. Oui, il ne se détecte pas lui-même. Ouais. Donc, si eux-mêmes n'arrivent pas à se rendre compte que c'est leur propre outil qui a rédigé un texte, à mon avis, personne ne le peut. Tu prends le texte et tu le lances en fait dans les outils de plagiat et tu détectes qu'il y a aucun plagiat. Donc, voilà, il y a eu un cas justement, Break Free, une chanson qui a été, dont la musique a été composée par une IA, puis c'est un humain qui a écrit les paroles et qui les a chantées. L'arrangement musical et la production de l'album, c'est l'IA qui l'a fait. Donc du coup, se pose déjà la question, qui est super, on a une sorte d'œuvre mixte, à moitié créée par une IA, à moitié créée par un humain, et qui en plus voilà, il y en a un qui l'a chanté, l'autre qui l'a produit, enfin voilà, c'est un peu le bordel. La question se pose, cette chanson-là, est-ce que c'est une œuvre protégée au sens du droit d'auteur? Alors, je reviens sur ces trois conditions. Premièrement, est-ce que c'est quelque chose qui appartient au domaine artistique ou littéraire? Est-ce qu'on a un caractère individuel de cette œuvre? Et enfin, est-ce que c'est une création? Alors, la première condition, évidemment, la musique, domaine littéraire, domaine artistique, pardon, ça c'est bon, il n'y a pas de discussion. L'individualité. A priori, ce qui a été créé là, on peut partir de l'idée que c'est unique, il y a un caractère individuel. D'accord?
il y a eu un effort musical, il y a quelque chose qui a été créé, c'est a priori unique. Maintenant, les conditions posées par la jurisprudence, c'est si on met deux personnes dans la même situation, le même background, le même tout, on prend des jumeaux, mais vraiment des vrais jumeaux, non seulement de biologique, mais aussi de parcours, d'expérience de vie, absolument tout, est-ce que, si on leur dit de composer une chanson, est-ce qu'ils vont produire exactement la même? Pour nous, les humains, on tend à dire que non, en fait, la probabilité, a priori, ils vont peut-être pas faire la même chose. Une IA, vous mettez deux IA dans la même situation, peut-être qu'elles vont composer la même chanson. Donc on peut quand même se dire que pour une IA, composer une musique, c'est peut-être pas aussi individuel que ça. Vu qu'il y a, statistiquement, il y a une probabilité qu'une autre IA, mise dans les mêmes conditions, le même background et tout, compose la même chose. Mise dans les mêmes conditions. Oui, mise dans les mêmes conditions aussi. Non, mais bien sûr. Alors après, on est d'accord que techniquement, deux IA dans les mêmes conditions, ça va être très difficile. Mais ça, c'est un élément qu'il va falloir apporter au tribunal et qu'il va falloir démontrer. Et c'est peut-être pas forcément facile, mais voilà. Donc l'individualité, a priori, c'est une condition qui est remplie, mais on aurait peut-être un moyen de tergiverser un petit peu. Et après, se pose la question justement de la création. Donc la création, c'est pas une copie. Déjà là, on se dit, mais l'IA, finalement, est-ce qu'elle crée vraiment ou est-ce qu'elle fait que copier? Elle s'inspire, elle calcule, quand elle génère du texte, en tout cas, elle calcule la probabilité de quelle va être la lettre d'après dans ce mot. C'est ce qu'elle fait. Donc, est-ce que c'est vraiment de la création? Est-ce que c'est de la copie? Et en fait, on se rend compte qu'au vu de la législation actuelle et de la jurisprudence, on parle clairement de volonté humaine. Expression de pensée humaine, volonté humaine. Voilà, le débat est clos. Tout ce que génère une IA, c'est pas protégé. En tout cas, en droit suisse. En droit européen, c'est pareil, vu qu'on a des... Mais même en droit international, dans d'autres pays, vu qu'on a des conventions internationales sur la propriété intellectuelle, les conditions sont généralement les mêmes. En gros, tout ce que génère une IA aujourd'hui, c'est libre de droit. Point barre. Et vous pouvez ensuite faire tout ce que vous voulez pour essayer d'attribuer ça à quelqu'un. Évidemment, ChatGPT, on a vu qu'on n'arrive même pas à détecter si c'est vraiment un humain, si c'est vraiment une IA ou pas. Donc vous pouvez toujours dire, non, mais c'est moi l'auteur. Personne va pouvoir le prouver, a priori, aujourd'hui. Peut-être que demain, on arrivera. Donc, si jamais il y a des gens qui écrivent des livres ou des thèses ou je ne sais quoi, utilisez ChatGPT en disant non, mais c'est bon, il n'y a aucun risque. Aujourd'hui, il n'y en a aucun. Dans 10 ans, si on découvre qu'en fait votre thèse, la moitié, c'est du ChatGPT, vous risquez de passer un sale quart d'heure. J'ai une question. Quand à ce niveau-là, mais il y a de la musique qui est créée par des outils qui existent déjà d'avant, comme GarageBand, ou même des boîtes à clics qui existent depuis des années. C'est couvert par la production. Parce que c'est des trucs qui sont faits par des machines. Alors, des fois, c'est des machines, des fois, ça reste quand même des humains, mais surtout, on vous les met à disposition, typiquement GarageBand et d'autres. En fait, la société qui vous met à disposition ces outils avec ces enregistrements, elle a acheté les droits, mais elle a acheté les droits ensuite pour pouvoir librement donner ça à ses utilisateurs. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Là aussi, après, il y a encore d'autres questions qui se posent. Est-ce que finalement l'être humain qui du coup a écrit les paroles et qui a chanté la chanson, est-ce qu'on pourrait dire en fait que c'est elle l'auteur de toute la chanson, alors qu'elle n'a rien fait au niveau musical? Parce qu'il faut bien rattacher la musique à quelqu'un. C'est un petit peu dommage d'avoir une chanson où la musique est libre et puis les paroles sont protégées. Un petit peu embêtant. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que l'être humain ici est auteur de tout? Puis si ce n'est pas le cas, est-ce que du coup la musique tombe dans le domaine public et pas les paroles? Et puis est-ce que l'entreprise qui a développé l'IA, est-ce qu'elle pourrait dire non, attendez, la musique elle est à moi? Contractuellement, elle pourrait essayer. Maintenant, il faut rappeler quand même une chose, c'est que même nous, les êtres humains, quand on travaille pour une entreprise et qu'on crée des choses, ça reste nous les auteurs. L'entreprise, elle récupère les droits d'auteur sur nos créations, simplement grâce au contrat de travail, et puis il y a certaines dispositions du Code des obligations qui disent que s'il y a des choses prévues dans les contrats,
certains droits passent à l'entreprise, mais nous, en tant qu'auteurs, on a toujours le droit d'être reconnus comme auteurs de ce qui a été créé, pour autant que ce soit une œuvre, hein, évidemment. On l'oublie. Pardon. Après, les commandes qui débloquent. Au niveau international, donc c'est à peu près la même chose. Hein. On reste sur non, l'auteur c'est une personne physique. Ça change pas. Hein, ça va jusqu'en Australie, aux États-Unis. Après, la question justement, c'est bon, bah si finalement ce que l'IA fait, c'est libre de droit, ce qui est quand même un petit peu dérangeant parce que l'IA, il a quand même fallu la créer. C'est de l'investissement, c'est du temps, c'est du développement. Donc si derrière ce que génère, ce que vous avez développé, c'est libre, vous avez un retour sur investissement qui est nul. A priori, à moins d'arriver à vendre, par exemple, a priori c'est nul, vous ne pouvez rien en faire. Donc, il y a certains pays comme Hong Kong, l'Inde, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni qui ont commencé, je ne sais plus si c'est des décisions de justice ou s'ils ont carrément modifié leur législation, où ils ont dit, voilà, c'est l'auteur d'une œuvre générée par une IA, c'est le programmeur. Voilà. J'ai une solution comme une autre. À mon avis, c'est un peu, si je vais passer l'expression, c'est un peu caché à la mer au chat, hein, on met ça sous le tapis en disant c'est bon, c'est réglé, je ne veux plus voir le problème. Le problème, il reste. On a quand même des outils qui génèrent des choses qui, a priori, ne sont juste pas protégées, et on remonte la paternité d'une œuvre à l'échelon supérieur, alors que cet échelon supérieur-là, a priori, il n'a pas fait grand-chose de créatif. Ou alors, il faut qu'on revoie intégralement le droit d'auteur parce que ça ne tient pas la route avec l'IA. Il y a aussi la question des phases d'entraînement. L'IA, il faut la nourrir, il faut la traîner. Je vous rappelle qu'un auteur, il a tous les droits sur son œuvre. S'il veut vous interdire d'utiliser son œuvre pour entraîner votre IA, il a le droit de le faire et vous devez respecter ce droit-là. Donc quand on a OpenAI qui dit à ChatGPT, va t'entraîner sur le net, pompe tout et puis traîne-toi, tout ce qui a été fait par ChatGPT est radicalement, rigoureusement illégal. Donc aller utiliser même des articles de journaux, même des articles de journaux qui sont en libre accès, peut-être que la licence que le média a octroyée, c'est vous pouvez lire, par contre vous ne pouvez pas copier. Donc aller se servir librement sur le net comme ça, en fait c'est illégal. Après, comment est-ce qu'on va prouver que votre IA a été entraînée avec des données soumises au droit d'auteur? C'est justement une procédure qui a été ouverte par Getty Images, où non seulement ils disent on a déjà un problème sur l'input, tout ce qu'on balance dans l'IA pour être entraîné. Là, ils disent clairement il y a un gros problème juridique. Puis après, il y a le problème de l'output, ce que l'IA va générer, où là, ils disaient il n'y a pas tellement de problème actuellement. Enfin, c'est du domaine public. Néanmoins, peut-être que ça vaudrait la peine de cadrer, de changer la législation. Ou d'avoir en tout cas des revirements de jurisprudence. Je vous laisserai, il y a des liens dans la présentation, je vous laisserai aller lire ça si ça vous intéresse. Il y a on pense à l'IA aussi comme pour la recherche scientifique. Alors en recherche scientifique, en général, on a tellement d'exceptions, on est à peu près libre de tout. Sauf que là, la recherche scientifique, au sens du droit d'auteur, c'est vraiment celle qui n'a aucun but commercial. C'est la recherche clinique du CHUV. Celle de Novartis. Voilà. Donc, ce qui est soumis au droit d'auteur pour la recherche scientifique, vous pouvez l'utiliser si vous avez une recherche qui n'est pas à but commercial, pas à but lucratif. Après, il y a la question des prompts. Alors là, on a eu tout un débat, notamment aux États-Unis, le Copyright Office qui a pondu tout un article, voire même un guide, en fait, où il disait que non, a priori, un prompt n'est pas protégeable, à moins d'être très sophistiqué, et que du coup, ce que va générer l'IA sur un prompt ne serait pas, de toute façon pas protégé, même si le prompt, lui, l'est. On commence à entrer dans des débats un petit peu assez avancés, mais voilà, il y a des questions qui se posent, et puis on bosse là-dessus, mais de nouveau, les solutions qu'on trouve, c'est clairement des pansements, c'est du temporaire. Et les tribunaux, les autorités d'application de certains domaines d'activité
font de leur mieux. Maintenant, sincèrement, il faut que les gouvernements et le Parlement se bougent. Alors, en Europe, ça vient. Aux États-Unis, au niveau fédéral, on ne sait pas quand on verra quelque chose. En Suisse, on se revoit dans 5 ans, je vous redonne la même conférence, puis on verra s'il y a des choses qui ont changé. On attend que l'AI le dit. Pardon? On attend que l'AI le compte. C'est ça. Là, on pourrait demander à ChatGPT, crée-moi une loi sur l'intelligence artificielle. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, après, protection des données, il me reste 10 minutes. Bon, je vais aller beaucoup plus vite. On a donc des problématiques liées à la quantité, à la qualité, puis à l'exactitude des données. De nouveau, vous allez gaver votre IA de données, généralement de données personnelles, sauf que il y a certains principes juridiques qui vous disent non, mais vous pouvez pas utiliser, enfin, vous devez utiliser le minimum syndical de données par but que vous avez. Donc, évidemment, si votre but, vous dites non, mais mon but, c'est de nourrir mon IA, donc, allez, c'est Gargantua, il faut y aller. Juridiquement, ça ne va pas tenir la route. Avec quoi vous allez la nourrir? Est-ce que vous avez fait un peu de tri quand même dans vos données, ou est-ce que vous lui dites, bon, vas-y, va dans la base de données clients, et puis, faites-toi plaisir, quoi. Il y a peut-être des données qui sont inexactes, qui du coup, si vous demandez à votre IA de rendre des décisions sur des données inexactes, forcément la décision, elle aura elle sera pas correcte, et puis elle aura un effet, ou même elle va peut-être causer un dommage à quelqu'un, etc. Enfin, donc, on a des soucis déjà au niveau de la minimisation des données et puis de l'exactitude, on a des biais. On en a parlé tout à l'heure avec les problèmes notamment de racisme, mais les biais, ils sont non seulement, peut-être qu'ils viennent de l'IA, mais ils viennent surtout des humains qui ont codé l'IA, les humains qui, eux, vont donner certaines informations, certaines bases de données à l'IA pour l'entraînement. Peut-être que, de nouveau, la programmation des paramètres, ça va être les data scientists, les programmeurs qui vont eux-mêmes programmer des biais. Essayez, allez sur google.ch, et puis vous cherchez, vous tapez main, et puis vous cliquez sur image. Vous regardez toutes les images qu'on vous sort. Moi, j'ai que des images de mains de couleur blanche. Diversité, 0. Alors, a priori, c'est pas très grave, je vous dis des images de mains. Enfin, c'est juste un exemple pour vous montrer que on a un léger biais, tout petit. Je ne sais pas quelle est la proportion, enfin la diversité de couleurs de peau parmi les développeurs chez Google. On peut quand même supposer qu'il y a une majorité de blancs. Donc il y a une forte proportion de blancs, et puis voilà. Et du coup, on entraîne, ces personnes-là vont prendre des données qui reflètent inconsciemment, ils le font, et qui reflètent leurs croyances, leur situation, leur environnement, et on entraîne les algorithmes avec ça. Donc, on a des biais. Donc, comment est-ce qu'on les évite? Évidemment, il faut faire des tests, il faut tester. Idéalement, ce serait bien d'avoir aussi des comités d'experts. Des gens à qui on va soumettre les algorithmes. C'est eux qui vont tester, des éthiciens, des juristes, des biologistes, ce que vous voulez, mais des gens qui ne sont pas des programmeurs et qui, eux, vont non seulement tester, mais qui vont surtout agir et intervenir à toutes les phases de développement pour bien s'assurer que les programmeurs, les devs, tout ce que vous voulez, ils ont les bons sets de données, ils ont les bons paramètres, on a vérifié et tout. On le sait tous, hein, le privacy by design, le compliance by design, security by design, c'est chiant, ça retarde des projets, on n'aime pas, ça met des contraintes. Là, ça va clairement devenir vraiment important parce que vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Hein. Défaire une IA, c'est en gros, vous effacez tout, vous recommencez à 0. Donc autant commencer tout juste, si on y arrive. Voilà, il y avait en plus la question des données anonymes. Alors, une IA aujourd'hui, peut-être que vous arrivez à lui fournir des données qui sont réellement anonymes. Maintenant, elle, si un jour, tout d'un coup, vous lui donnez un petit peu autre chose, un peu, elle a commencé à se mettre à faire des corrélations, puis les données anonymes que vous lui avez données à l'époque, en fait, elle va réussir à identifier les gens, puis vous donner, elles ne sont plus anonymes. Et ça, c'est toujours un grand moment. La question du consentement. Quand vous consentez à des traitements de données, vous consentez pour une certaine finalité, avec certains moyens. Votre consentement, il est cadré. Il n'y a pas de le consentement général, il est valable éventuellement pour la recherche sur l'être humain, mais même là, il est cadré. En protection des données, votre consentement,
il se limite à ce à quoi vous avez consenti, ni plus ni moins. Et on ne peut pas vous faire consentir à des trucs trop généraux. Mais comment pour consentir à des traitements qui impliquent de l'IA? Vous ne savez pas ce qui sera fait avec vos données. Comment vous pouvez consentir à quelque chose que vous ignorez? C'est impossible. Puis il se posera encore la question bientôt, est-ce que dans le commerce, est-ce qu'on va trouver des outils, des smartphones, des tablettes, n'importe quoi d'électronique qui n'a pas d'IA? Est-ce qu'un jour, vous allez pouvoir vous pointer chez Manor ou je ne sais où, vous commandez sur Digitech, avoir une section, un filtre, IA, pas IA? Peut-être qu'on aura ça un jour. Je pense qu'un jour, quand vous cliquerez sur pas IA, il y aura 0. Donc voilà, finalité du traitement, comment est-ce qu'on va utiliser, dans quel but on va utiliser vos données? L'IA, surtout les modèles non supervisés, pardonnez-moi, mais ils font n'importe quoi. Enfin, on les lâche dans la nature et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On attend. C'est aussi ce qu'on attend d'eux. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont réagir. Là, la loi vous dit, vous devez savoir exactement dans quel but vous allez utiliser les données. Un modèle non supervisé, vous ne savez pas. Voilà. Donc, vous ne respectez pas non plus la loi. Revue de la décision par un être humain. Votre IA, elle prend des décisions automatisées qui ont des conséquences juridiques, ou financières, ou je ne sais quoi, sur les êtres humains. Légalement, l'être humain, lui, va avoir le droit de vous demander, en entreprise du coup, que vous lui expliquiez pourquoi vous avez pris, enfin votre IA, mais vous avez pris cette décision. Si l'IA, c'est une black box, vous n'avez aucune idée de comment elle fonctionne, puis que même quand finalement vous arrivez à retrouver le code, les paramètres, vous êtes absolument incapable d'expliquer, parce que ce sera certainement le cas, vous n'arriverez pas à expliquer, comment vous faites? Votre banque vous refuse un prêt parce que l'IA a dit « Non, celui-là, c'est pas une bonne idée. » Vous allez voir votre banque, vous dites « Bon, je t'explique pourquoi ton IA, elle dit que, parce que moi, quand je fais mes calculs, j'ai les fonds propres, le taux d'intérêt à 5%, j'arrive à l'assumer, j'ai la charge à 30%, enfin, il y a tout qui roule. Ton IA, elle dit non. Pourquoi? Votre banque, si elle n'arrive pas à vous l'expliquer, ben, en gros, vous pouvez l'attaquer. L'assurance médicale qui refuse comme ça. Ouais. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Les hôpitaux et certaines assurances ont tellement de données sur tout le monde que finalement, ils les utilisent à tort et à travers, et puis ils privent certaines personnes du droit d'être. Pourtant, ils ont payé des primes, mais ils les privent du droit à être soignés, enfin, à être remboursés. Et ils ne savent pas pourquoi. Droit à l'oubli. Comment vous faites pour dire à votre IA, ah, ça serait bien, t'oublies ça? Elle va vous dire, ouais, non, mais attends, déjà, j'ai mes données d'entraînement, maintenant, j'ai tous mes outputs, il y a tout qui sort, j'ai mes paramètres et tout. Comment on fait pour qu'une IA oublie? Et il y a quand même un principe assez important en droit pénal, c'est le passage de la minorité à la majorité. En général, à ce stade-là, vous faites table rase de votre casier judiciaire. Comment on va faire ça avec l'IA pour nos mineurs, pour nos ados? Est-ce que tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, même si c'est peut-être quelque part sur Internet, sur Facebook, j'en ai aucune idée, mais on aura des systèmes d'IA qui, eux, auront non seulement mémorisé l'info, mais ils vont la mémoriser pendant X années, puis on va surtout vous la ressortir plus tard, puis le jour où, si par malheur, vous commettez une infraction, puis qu'on doit établir si vous avez un niveau de récidive plus ou moins élevé, etc., puis on vous ressort un truc que vous avez commis à 8 ans, en disant « Ah, mais alors lui, il y a 30 ans, il était mineur, il avait 8 ans, il a commis un larcin, il a volé une pomme. » Moi, je pense risque de récidive à aller 80% au lieu de 40. Complètement repoussé. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il va falloir non seulement un droit à l'oubli, mais un droit au pardon aussi, quoi. Non, mais moi, une fois que je suis lancé, je ne m'arrête plus. Donc, droit à l'oubli, voilà, il y a eu des publications scientifiques sur finalement le cycle de vie des données dans l'intelligence artificielle. J'ai essayé de lire, j'ai rien compris, mais en tout cas, ça avait l'air très intéressant. Donc, puis l'effacement des données, ça pose un problème aussi pour le développement de l'IA. Si on commence à lui dire, bah écoute, il y a certains pans de ta mémoire, en fait, bah il n'y aura plus rien. Enfin, est-ce qu'on a testé? Est-ce qu'on sait comment ça va marcher? Quand on voit OpenAI qui dit, ah bah pour rétablir la disponibilité de ChatGPT en Italie, parce qu'il avait été bloqué un temps,
on s'est engagé à respecter le RGPD et notamment à respecter les droits des personnes à faire un opt-out et surtout à demander l'effacement des données. Moi, enfin, l'autorité italienne de protection des données, je ne sais pas quelles infos est là, mais comment est-ce qu'elle a été vérifiée qu'OpenAI supprime des données et qu'elle ne se retrouve plus dans ChatGPT et ChatGPT ne peut plus les utiliser? Peut-être que c'est possible, j'en sais rien, on n'a pas les infos. Je pense sincèrement que c'est soit extrêmement difficile, soit carrément impossible. Après, il y a la transparence, l'audit. Là aussi, alors on retombe sur ces éternelles questions justement de black box. Aussi pour l'audit, vous engagez un auditeur, vous le payez. Alors déjà, est-ce que vous allez lui donner un accès intégral au code et aux paramètres de l'IA? Est-ce que déjà votre auditeur il a capté ce qui se passe? Auditer ChatGPT avec ses dizaines ou centaines de milliards de paramètres, alors moi je pense que même PwC, KPMG, enfin les Big Four, je pense que même s'ils s'y mettent à 4, je ne suis pas certain qu'ils y arrivent. Surtout, c'est toujours l'éternelle question, c'est vous qui les payez, est-ce qu'ils ont un intérêt à aller contre votre volonté? Puis est-ce qu'une fois que l'audit arrive à certaines conclusions, est-ce que l'entreprise auditée va appliquer ses recommandations? Donc voilà, du coup, c'est magnifique. Donc conclusion aussi, donc non seulement pour la protection des données, franchement, là, le choc, il est juste frontal. Protection des données IA, aujourd'hui, franchement, c'est juste pas compatible. Ça marche pas. Pourquoi on change la législation? En Suisse, elle entre en vigueur dans 3 semaines. Puis vu qu'il a fallu, je ne sais pas combien d'années pour la modifier, donc on n'est pas prêt de voir une autre modification. Mais vraiment, la protection des données, aujourd'hui, les règles qu'on a, ça fonctionne pas. Ou alors, on dégrade l'IA pour arriver à faire en sorte qu'elle applique tous ces principes-là, mais certainement à ce moment-là qu'on arrivera avec des IA qui, certes, respectent les droits fondamentaux, la protection des données respecte tout, mais qui, en fait, ne font clairement pas plus qu'un humain. C'est pas vraiment ce qu'on attend d'elle. Voilà, donc en conclusion générale, très courte, au vu de tous les slides que je vous ai présentés, le cadre juridique prend cher, mais vraiment cher. Nous, les juristes, on s'arrache les cheveux. Et la solution, elle viendra, évidemment, personne n'a envie de mettre trop de bâtons dans les roues du développement, de l'utilisation de l'IA, c'est tellement génial. Mais derrière, on a quand même des acquis sociaux, des constitutions, des droits, tout ça. Et là, on est vraiment au stade où il faut commencer à se poser des questions et savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on se dit, ok, tant pis, ChatGPT, on dégrade un petit peu, ce sera moins cool. Par contre, derrière, on se protège quand même un peu mieux. Parce que ChatGPT, je m'excuse, ça a débarqué d'un petit peu nulle part en novembre l'année passée. C'est un peu la tornade. Donc si tous les 5 ans, on se retrouve... Cette fois-ci, c'était de la génération de texte. Ensuite, on a eu Midjourney avec la génération d'images quelques semaines ou mois après. Dans 5 ans, qu'est-ce qu'on a, quoi? Et tout d'un coup, il débarque comme ça de nulle part. Puis, wow. Super. Donc voilà. Du coup, je vous remercie de votre attention, de votre patience, de votre endurance surtout. Et puis, voilà, avec 3 minutes de retard sur le planning, je ne savais pas si ça va pour